C'est bon, Fred, c'est bon. Bonsoir à tous. Bonsoir, Kéria, docteur Kéria. On doit la remercier de ce sujet, le sujet qui concerne tout le monde, quoi. Hein. Si ça ne nous concerne pas aujourd'hui, ça va concerner demain ou après-demain. Les problèmes de succession concernent tout le monde, surtout dans parfois un espace qui n'est pas toujours lisible, où les textes ne sont pas toujours appliqués. On parle aujourd'hui d'un thème. C'est un vaste sujet, mais elle a limité au thème suivant, regard sur la dévolution successorale. Regard au pluriel sur la dévolution successorale en Haïti. Donc, voilà, comme d'habitude, elle a un maximum d'1 heure pour présenter son sujet. Si elle finit dans 3/4 d'heure, ben, ça laissera un peu plus de place pour les débats. Mais un maximum d'1 heure pour présenter le sujet complexe. C'est vrai que c'est un exercice difficile de parler de ça en 1 heure. Mais je lui fais confiance avec son esprit de synthèse de nous faire comprendre ce sujet complexe en moins d'1 heure. Et puis ensuite, vous aurez la parole, chers amis, pour poser des questions. Et on va avoir le bonheur d'entendre les réponses du docteur Kéria Despinoz. Voilà, ben, Kéria, tu as la parole. C'est à toi de nous expliquer le sujet. D'accord. Merci, docteur Providence. Merci, docteur Silimel. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous encore ce soir. Comme dit, je vais essayer d'être assez et d'avoir une synthèse par rapport à ce sujet, mais comme vous avez pu constater, j'ai mis regard sur la dévolution successorale, parce que la dévolution successorale en elle-même, c'est toute la matière du droit des successions, mais ça a été difficile de choisir un thème en particulier, surtout lorsqu'on ne sait pas trop les sensibilités des uns et des autres. Mais je vais faire un exposé assez sommaire donc, sur les successions. Je ne vais pas traiter de thème en particulier, mais je vais surtout exposer la matière dans son ensemble et juste par sensibilité personnelle, je vais attirer le regard donc, sur la situation des enfants et la situation du conjoint survivant. Donc, ça va être surtout à mon public de suivre et de poser les questions qui les intéressent parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, comme ça me permettra de pouvoir par la suite répondre donc aux questions qui vont être posées. Donc, bonsoir à vous, chers étudiants ou chers collaborateurs. Il est vrai qu'au niveau de l'IUS, on va mettre en place un axe de recherche sur le droit. Et par cet exercice, on commence déjà à ouvrir cet espace d'échange, cet espace où on a un esprit critique par rapport à notre législation. C'est un peu le but de la manœuvre et j'espère que même si les uns et les autres, ils sont toujours intéressés par le droit public, par le droit international, par les questions politiques, mais j'espère aussi par ces exposés sur la famille que je pourrais aussi susciter d'autres personnes donc, qui suscitaient des intérêts par rapport à ces matières. Donc, la dernière fois, j'avais traité du droit des régimes matrimoniaux. Et dans mon introduction, j'avais présenté le droit patrimonial de la famille qui se compose donc d'un ensemble de droits, c'est-à-dire les régimes matrimoniaux donc, que j'avais présentés succinctement. Ensuite, il y a les successions et les libéralités. Donc, ce sont autant de dispositions légales
qui s'occupe en matière civile des rapports patrimoniaux dans la famille. En général, on étudie ces trois matières de façon séparée et si on n'est pas intéressé par le contenu, on a du mal à voir les rapports assez étroits qui existent entre ces trois matières. Donc, ce qui fait aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des successions et des libéralités parce que lorsqu'on parle de dévolution successorale, il ne s'agit pas uniquement de la succession légale. Il s'agit également de la succession testamentaire. Donc, c'est pour cela que j'attire votre attention dès le départ sur cette question. Parce que à la suite du décès d'une personne, il va y avoir lieu de procéder à la liquidation de son régime matrimonial, mais pas uniquement. Il faut liquider également sa succession tout en tenant compte des libéralités qui ont été faites. Donc, trois matières qui sont imbriquées. Lorsque je regarde la loi, le code civil, il n'y a pas beaucoup de dispositions, beaucoup de réformes, mis à part le code civil qu'on a eu dès le départ. En matière de régime matrimonial, nous avions exposé la dernière fois, il n'y a eu que 3 réformes. Aujourd'hui, en matière de succession, depuis le Code civil, nous n'avons aucune réforme patente, c'est-à-dire en la matière, mais seulement des incidences par rapport à d'autres réformes. Par exemple, cette réforme de la matière des régimes matrimoniaux qui est intervenue en avril et mai 2020, on a une modification qui s'est faite, qui est assez importante, mais qui est passée sur silence. C'est-à-dire, si vous lisez le nouveau décret du 9 avril 2020, qui a été publié donc le 13 mai 2020, vous allez trouver une disposition assez favorable pour le conjoint survivant, c'est-à-dire l'époux qui survit donc au défunt. La loi institue un maintien dans les lieux, que ce soit par rapport au logement d'habitation ou bien si le logement est constitué par un droit de bail à usage d'habitation. Autrement dit, quel que soit le régime matrimonial, à partir du moment que le conjoint, que l'époux il est décédé, son conjoint peut rester dans les lieux, même s'il n'est pas propriétaire du bien, il peut rester dans les lieux jusqu'à sa mort ou bien jusqu'à ce qu'il se remarie. Autrement dit, vous allez avoir justement cette petite réforme qui s'est faite. Mais en général, globalement, il y a un désintérêt lorsque je constate au niveau de la doctrine par rapport à cette question de succession, puisque on n'en entend pas parler. S'il y a eu des réformes, ce sont des réformes donc, qui s'exercent de façon indirecte. Donc, du coup, la matière des successions, est-ce qu'elle est adaptée pleinement donc, aux situations des personnes ou bien au bien? Donc, la question répondante, ça va être à vous d'en juger après cet exposé. Alors que, comme nous avions hérité, on ne cesse de le dire, de la disposition donc, des lois françaises, depuis les années 1968, il y a presque chaque année une réforme de ces matières, globalement. À travers le livre des congrès des notaires, parce que chaque année, les notaires se réunissent et ils écrivent dans un livre, ils ressortent les actes de ces congrès où on peut constater l'avance de la réflexion des notaires sur la matière. Donc, c'est une législation, la législation notariale, qui avance avec la réflexion des notaires et cela comprend donc les 3 matières dont je viens de vous parler. Pour rentrer donc dans la question des successions, la première chose qu'il faut retenir, c'est quoi donc la succession? On sait que succéder à une personne, c'est être investi dans les droits de cette personne par rapport à ses biens. La succession, c'est donc une transmission de patrimoine
d'une personne qui décède, donc à ses successeurs. Donc, à côté, vous avez aussi les libéralités qui vont être des actes qui se font à titre gratuit, donc par lequel une personne va aussi disposer de ses biens à une autre personne. Mais lorsque je parle des dispositions, des actes à titre gratuit, cela peut se faire entre personnes vivantes ou bien une disposition qui peut se faire à cause de mort, justement avec les testaments. Donc, lorsque vous avez les successions, il faut toujours vous poser certaines questions. Que devient l'actif? Parce que vous savez qu'un patrimoine se compose de passif et de l'actif. Donc, il faut savoir que devient l'actif. Qui recueille les biens? Quelle est la place des enfants dans la succession? Quelle est la place du conjoint? Et s'ils sont plusieurs à recevoir la succession, comment ce partage va se faire? On n'aura pas le temps de tout voir, mais je vais essayer de brosser assez rapidement toutes les démarches pour essayer de susciter justement chez vous la question concernant le conjoint survivant et les enfants. Mais il n'y a pas que l'actif. Il faut également se poser des questions concernant le passif. Que deviennent les dettes du défunt? Est-ce que ces dettes s'arrêtent au jour du décès ou bien est-ce que ces dettes survivent au défunt? Et si ces dettes survivent, de qui le créancier va-t-il pouvoir exiger un paiement? Donc, ce qui fait aujourd'hui, lorsque vous étudiez toutes ces matières, le Code civil prévoit l'ensemble des dispositions. À partir des libéralités et du droit des successions, donc vous allez avoir une combinaison de l'ensemble des règles pour pouvoir savoir, d'une part, comment se fait la liquidation du régime matrimonial et ensuite, on fait la liquidation de la succession. Mais dans notre pratique notariale, on arrive très peu à voir la question de la liquidation du régime matrimonial. Parce qu'en général, dans les cas présentés, on laisse le conjoint avec les biens, les enfants laissent le conjoint jouir des biens et on fait seulement une liquidation finale lorsqu'il y a décès donc du second conjoint. Alors qu'une succession s'ouvre normalement par un décès, mais on peut avoir une liquidation qui est nécessitée par un cas de divorce. Autrement dit, si c'est un cas de divorce, la rupture de l'union matrimoniale va emporter également dissolution du régime matrimonial. Mais on retrouve très peu de cas, sauf dans les patrimoines qui sont assez conséquents, on trouve très peu de cas de liquidation du régime matrimonial. On a tendance à laisser tout simplement la liquidation au niveau de la succession. Mais justement, le but du décret de 2020, ça a été d'introduire un changement de régime matrimonial qui peut se faire pendant le cours du mariage, ce qui implique de faire ces opérations de liquidation alors que les époux sont vivants. Donc, pour laisser tomber le côté du régime matrimonial, il faut tout simplement garder en esprit qu'on ne peut pas laisser de côté la liquidation des régimes matrimoniaux et seulement se focaliser sur la liquidation de la succession. Parce que lorsque vous avez la rupture de l'union, vous avez une indivision post-communautaire qui va se mettre en place. Ajouté à cela, vous avez une indivision post-successorale, c'est-à-dire ce sont des opérations comptables qui sont extrêmement importantes et sur lesquelles les notaires doivent toujours se pencher. Donc, il importe de connaître à peu près la démarche pratique d'une liquidation parce que vous pouvez avoir des situations très simples. Si vous avez seulement des célibataires qui décèdent, dans ce cas-là, il suffit de savoir s'il y a eu des libéralités et trouver les personnes qui sont les successibles. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de grand problème puisqu'il n'y aura pas de régime matrimonial à liquider. Mais par contre,
si vous avez le décès d'une personne mariée, il est impératif de dissocier les deux démarches pour liquider d'une part le régime matrimonial en déterminant justement quel est le régime, sous quel régime donc vivaient les époux, parce que n'oubliez pas qu'à partir de 2020, à cause de la disposition transitoire, vous avez des époux qui sont restés mariés sous le régime de la communauté de mœurs et acquets, alors que vous avez d'autres qui sont mariés sous le régime de la communauté d'acquets. Autrement dit, il y a quand même des subtilités à prendre en compte parce que dans ce cas-là, la composition de la masse, elle n'est pas pareille parce que lorsque vous liquidez un régime matrimonial, vous enlevez la part de l'époux qui reste, qui n'est pas décédé, et on ne va que faire la liquidation donc de la masse de biens qui appartient donc au défunt. Le défunt, justement, lorsqu'on va liquider sa succession, si c'était un régime de communauté légale, vous aurez donc la moitié de la masse des biens communs plus ses biens propres. Autrement dit, le conjoint survivant, il a déjà sa part dans son contrat de mariage qu'il faut déterminer à l'avance. C'est-à-dire que ces biens-là ne vont pas rentrer dans la succession. Mais maintenant, lorsqu'on considère la succession du défunt, la deuxième question capitale, c'est de savoir est-ce que ce défunt avait consenti des libéralités. S'il n'a pas consenti de libéralité, on va appliquer la dévolution légale, c'est-à-dire tout ce qui a été défini dans le Code civil, ce qu'on appelle la succession ab intesta, la dévolution légale. Alors que s'il a fait des libéralités, entendez bien, libéralité, c'est-à-dire soit une donation ou bien un testament. S'il a fait cela, il faut savoir donc quel est le statut de ces règles justement pour savoir lorsqu'on va reconstituer le patrimoine du défunt, s'il faut ramener à la succession l'ensemble de ces donations. Donc, il fait succession, lorsqu'on parle de la succession légale et de la succession testamentaire, ce sont deux successions qui doivent être établies en même temps. Donc, lorsqu'on arrive à faire ces parts pour savoir s'il y a eu libéralité ou non, c'est à partir de là, on va établir la masse successorale pour procéder au partage. Donc, de façon sommaire, c'est cette méthode qui s'applique chez les notaires en général pour savoir comment on liquide une succession. C'est-à-dire, il y a une unité de la matière parce qu'on va considérer la transmission de du patrimoine dans son ensemble et ensuite savoir comment articuler les libéralités que l'on a fait, c'est-à-dire s'il y a eu des donations entre vifs, c'est-à-dire pendant le cours de sa vie, la personne, l'époux, pouvait avoir donné un bien. Donc, il faut savoir que même si on va pas rapporter dans tous les cas le bien, on ne va pas demander à la personne qui a été instituée donataire de ramener le bien, mais comptable, au niveau comptable, il faut faire le compte de ces donations. De même, il y a également le testament qui intervient, qui peut changer l'ordre des successions. Donc, ce qui fait que, comme le régime légal va instituer des héritiers réservataires, donc, s'il y a eu des libéralités, il peut arriver à l'extrême cas qu'il y ait une réduction des libéralités pour pouvoir répartir de façon équitable la succession d'un époux. Donc, c'est la présentation succincte que je peux faire concernant l'articulation qui existe entre le droit des successions et le droit des libéralités. Pour le droit des libéralités, entendons-nous bien, lorsque je parle de libéralité, je parle de deux types donc de libéralité. Il y a le testament, donc avec les trois formes que vous connaissez, c'est-à-dire holographe, authentique, mystique, et ensuite vous avez les donations. Mais le Code civil
lorsque l'on regarde l'article, on dirait qu'il n'y a que 2 sortes de testaments, mais que 2 sortes de libéralité. Mais il y a une forme qui est moins connue, qui est ce qu'on appelle une institution contractuelle, qui permet donc de faire des contrats à cause de mort, alors qu'il y a un principe d'interdiction sur les contrats à cause de mort, mais la loi permet cela. Donc, au final, on peut dire qu'il existe 3 formes de libéralité. Concernant les libéralités, je m'arrête là, je ne rentre pas dans le détail des libéralités, parce que le but de la manœuvre ce soir, c'est plutôt pour vous montrer comment se passe la dévolution de la succession. Parce que il faut tenir compte que le régime des successions dépend du type de famille que le législateur a mis en avant. La famille de 1804 de la France, c'était une famille souche, c'est-à-dire une famille qui était unie par le sang, ce qu'on appelait le lignage. C'est à partir de là qu'on avait toujours considéré que les alliés, c'est-à-dire les personnes liées à la famille par alliance, ne faisaient pas finalement partie de la famille. Parce que le but de la manœuvre, c'était de pouvoir conserver les biens dans la famille souche, dans la famille unie par le sang. Donc, quelles ont été les conséquences sur les successions? Les parents succédaient au 12e degré, c'est-à-dire qu'on a considéré 12 degrés dans la famille par rapport aux parents pour décider que c'est le seuil à partir duquel la parenté cesse d'être reconnue pour qu'on puisse appeler maintenant le conjoint survivant à la succession. Autrement dit, le conjoint n'avait pas du tout de possibilité d'héritier. Parce que lorsque je parle de la succession jusqu'au 12e degré, on verra tout à l'heure le système des degrés assez rapidement, mais c'est pour dire schématiquement que le conjoint, il venait après les descendants, après les ascendants, après tous les collatéraux qu'on pouvait reconnaître, qui étaient encore vivants et qui pouvaient être classés parmi les successifs. Donc, dans ce cas-là, le conjoint survivant, il avait très peu de chances d'hériter. Donc, cette situation discriminatoire s'expliquait par la famille élargie. Mais aujourd'hui, si vous avez fait un peu de droit de la famille, vous savez qu'on est passé d'une famille beaucoup plus rétrécie, une famille plus modelée, une famille au sein de laquelle le ménage a beaucoup plus d'importance, la cohabitation. Donc, le conjoint a beaucoup plus de place d'être un membre à part entière dans cette famille. Donc, dans d'autres législations, cela a permis de donner des droits beaucoup plus substantiels aux conjoints survivants. La seule conséquence qu'on a eue dans le droit haïtien, c'est qu'on a tout simplement ramené le seuil de successibilité du 12e au 6e degré. C'est déjà pas mal, c'est-à-dire que après les descendants, les ascendants et au sein des collatéraux, on s'arrête au 6e degré pour pouvoir appeler donc à la succession le conjoint survivant. Il est très regrettable que jusqu'à présent, à la date d'aujourd'hui, il n'y a eu aucun, comment dire, une alerte ou bien aucune revendication pour améliorer les droits du conjoint survivant. Parce que vous vous imaginez, si dans une famille où le patrimoine n'est pas assez consistant, donc il ne restera presque plus rien pour la femme et de toute la femme pour l'homme et de toute façon s'il y a des descendants, s'il y a des ascendants, s'il y a des collatéraux, donc on ne peut que déplorer ce très mauvais rang qui est accordé donc au conjoint survivant qui est appelé à la succession à défaut seulement de collatéraux du 6e degré. Donc, vous avez divers modèles successoraux concevables, c'est-à-dire lorsque vous faites une transmission de biens par l'effet du décès,
Cela peut se faire selon les règles légales, mais cela peut se faire de manière volontaire. La succession légale, ou selon la terminologie juridique, la succession ab intesta, c'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est la loi qui va déterminer qui sont les successifs et les successeurs. C'est-à-dire que c'est la loi qui va désigner les personnes qu'on va appeler les héritiers. Alors que dans la succession volontaire, c'est le défunt qui va régler, donc dans un acte juridique unilatéral, donc le testament, il va décider qui sont ses légataires. Donc, c'est dans ce cas-là, dans la succession légale, c'est dans la succession légale que vous allez avoir deux portions de la succession. Autrement dit, même si la loi accorde la possibilité d'avoir une succession volontaire par testament, il y a un ordre public successoral qui intervient parce que la liberté n'est pas absolue. Autrement dit, la loi impose la réserve héréditaire. Vous ne pouvez pas exhéréder, c'est-à-dire déshériter ceux qui sont appelés les héritiers, les réservataires, et la loi détermine les droits de ces héritiers réservataires et elle vous dit, vous avez une quotité disponible et c'est sur cette quotité disponible que vous pouvez faire les dispositions que vous voulez. Vous pouvez donner une partie de ces biens à qui vous voulez. Autrement dit, même si vous avez une succession légale, vous avez une disposition impérative de la loi qui vous dit non, il y a certaines personnes de la famille, vous ne pouvez pas toucher à leurs droits. Il n'en est pas ainsi dans toutes les législations. Par exemple, aux États-Unis, un parent peut déshériter son fils. Mais en Haïti, vous ne pouvez pas parce que la loi institue certaines personnes de la famille comme héritiers réservataires. Donc, même si vous acceptez de choisir une succession volontaire, c'est-à-dire vous faites un testament, vous ne pouvez pas disposer de tous vos biens. Vous avez des légataires qui peuvent être des héritiers réservataires parce que de toute façon, ils sont protégés par la loi, mais vous ne pouvez pas déshériter totalement l'un de vos enfants, par exemple. La loi, tout simplement, institue des cas d'indignité où on peut et ne pas, où ces enfants-là ne sont pas appelés à la succession, mais c'est une cause de déchéance. Ce n'est pas parce que la loi permet au défunt de pouvoir déshériter un membre de sa famille. De ce fait, lorsque vous faites la dévolution successorale, il faut bien faire la différence entre la succession légale qui se fait qui s'applique lorsqu'il n'y a pas de disposition testamentaire, parce que lorsqu'il y a un décès, la première chose, c'est de vérifier s'il y a eu des testaments. Dans ce cas-là, vous êtes dans la dévolution testamentaire. Mais s'il n'y a pas de testament, c'est la loi qui s'applique, donc c'est la succession ab intesta, où il faut reconstituer le patrimoine en deux, avec la quotité disponible et la réserve héréditaire. Donc, lorsqu'on va faire la succession, je passe assez rapidement sur ces points. Il faut toujours tenir compte donc, de la date du décès pour l'ouverture de la succession, tenir compte s'il y a des héritiers qui sont absents ou s'ils sont disparus, pour savoir que si ce sont des absences ou des disparitions qui sont actées par un jugement, donc on peut enlever ces personnes de la liste des héritiers. Mais autrement dit, tant qu'il n'y a pas un jugement déclaratif d'absence ou un jugement déclaratif pour les disparus, vous devez garder ces personnes de la succession. Alors qu'on peut retrouver également ces personnes après un certain temps. Donc, ce qui fait, on peut arriver dans certains cas où il faut récupérer les biens pour donner à ces personnes seulement sous réserve des droits acquis pour les tiers.
Donc, lorsqu'on a l'ouverture de la succession, vous allez établir qui sont les personnes qui sont les successibles. C'est-à-dire que je parle des successibles et des successeurs. C'est une différence qui n'est pas anodine parce que lorsque vous allez ouvrir la succession, vous avez un ensemble de personnes qui ont vocation à être héritiers. On les appelle les successibles. Mais après, lorsque vous allez faire le travail proprement dit avec la question des ordres et des degrés, vous allez avoir les vrais héritiers. Ce sont donc les successeurs. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez avoir, la loi met en place donc tout un système d'ordre que je peux rappeler par rapport justement pour parler du conjoint survivant. Autrement dit, lorsqu'on fait le système d'ordre, vous avez comme premier ordre les descendants. Les descendants, ce n'est pas seulement les fils et les filles, ce sont les descendants et leurs descendants. Donc, cela peut aller à l'infini parce que dans ce cas-là, ce sont les descendants, enfants, petits-enfants, etc. Donc, si les enfants ont beaucoup, donc vous imaginez que la succession peut s'arrêter à partir de là. Donc, si fait, vous avez les catégories des descendants. S'il n'y a pas de descendants, on va appeler les ascendants et les collatéraux par la suite. Mais ce serait très facile parce que la loi a toujours une certaine subtilité pour compliquer les choses. Parce qu'il n'y a pas seulement que ces trois ordres. Lorsqu'on regarde et qu'on confronte les textes de loi, vous avez de façon indubitable le premier ordre qui est l'ordre des descendants, c'est-à-dire avec les enfants et les descendants les enfants et descendants du défunt, c'est-à-dire enfants, leurs descendants. Le second ordre qui va venir est un ordre mixte. Qu'est-ce que j'appelle un ordre mixte? C'est-à-dire c'est un ordre qui est composé de certains héritiers privilégiés. Ces héritiers privilégiés, qui sont-ils? Ce sont les pères et mères du défunt et les collatéraux privilégiés qui sont donc les frères et sœurs. Autrement dit, parmi la masse des ascendants et des collatéraux, on va faire une place à part par rapport aux pères et mères et aux frères et sœurs. Et lorsqu'on parle donc d'ordre des ascendants, donc il faut surtout voir les ascendants qui ne sont pas les pères et mères du défunt ou bien ses frères et sœurs. Donc, si fait dans le classement par ordre, vous avez donc les descendants directs. Ensuite, vous avez les ascendants privilégiés, les collatéraux privilégiés. Et ensuite, vous avez les autres ascendants. Et en quatrième position, vous avez les autres collatéraux. D'ailleurs, pour faire la différence, on parle des privilégiés et des ordinaires. Donc, c'est lorsque vous avez ce classement par ordre que vous retrouvez en cinquième position le conjoint survivant. Ce qui est intéressant de noter, c'est que lorsque je dis quatrième ordre, c'est-à-dire il y a les collatéraux ordinaires, c'est-à-dire les cousins, germains, etc., et les oncles, les tantes. Et c'est dans ce groupe-là qu'on va aller jusqu'au 6e degré, c'est-à-dire on va compter par génération. Donc, ce qui fait lorsque vous faites une succession, vous imaginez le conjoint qui vit avec la personne défunte qui est dans la maison, mais lors de la succession, il faut faire passer les enfants, ce qu'on pourrait dire qui est normal, mais s'il y a des petits-enfants, etc., tant qu'il y a de la masse encore, donc on va garder ses héritiers. Et ensuite, s'il n'y a pas ces descendants, donc on va avoir les ascendants. On va considérer les pères et les mères, les frères et les sœurs. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a 4 hypothèses dans ce ordre parce qu'il faut voir si les pères sont là, est-ce que les frères sont là, est-ce que les deux sont là, etc. Donc, il y a plusieurs positions à l'intérieur. Ensuite, vous avez les autres ascendants, c'est-à-dire les grands-grands-parents. Et ensuite, vous avez les collatéraux, cousins, germains, oncles qui arrivent. Donc, vous imaginez le conjoint survivant qui, dans ce cadre-là, va hériter en 5e position.
Donc, s'il n'y a pas de conjoint survivant, bien sûr, à défaut, c'est l'État qui vient à la succession. On l'appelle pas d'ailleurs un héritier, c'est une succession irrégulière. Donc, dans ce cadre-là, vous avez cette répartition qui se fait selon les degrés, c'est-à-dire à l'intérieur de l'ordre, on va choisir qui va hériter en premier, c'est surtout par ordre de proximité. S'il n'y a pas il y a une question une forme de représentation, je ne rentre pas dans les détails, je pense que vous connaissez. Donc, seulement, il faut retenir que lorsqu'on fait ces genres de répartition, il y a toujours une hiérarchie qui se met en place. C'est-à-dire, au sein d'un même ordre, on va toujours accepter l'héritier qui est le plus proche en degré et après, il va exclure tous les autres. C'est-à-dire, s'il y a, si la mère décède, il y a un enfant, c'est cet enfant qui est plus proche, qui hérite, et s'il hérite, il hérite sur ses petits-enfants. Mais s'il y a plusieurs enfants, il y a un autre principe d'égalité qui s'applique puisque à l'intérieur de ce ordre, s'il y a plusieurs enfants, donc on va faire un partage par tête, un partage, donc ils sont classés de façon ex aequo. Donc, lorsque vous avez l'ordre des successions qui s'applique, bien sûr, il y a les droits qui s'appliquent par rapport à chaque catégorie d'ordre. Mais pour le conjoint survivant, ce qu'il faut retenir, donc, c'est après les 6 degrés de collatéraux, s'il n'y en a pas, donc on va avoir une vocation légale pour le conjoint survivant. Parce que si le conjoint survivant qui a toujours été considéré comme une pièce rapportée, c'est une expression qui est très péjorative, mais c'est la traduction qu'on retrouve dans le Code civil, puisqu'on lui accorde vraiment un mauvais rang dans l'ordre de succession, de ce fait que la famille nucléaire ne compte pas dans ce cas-là. Le conjoint survivant, il va hériter presque jamais. Donc, il faut que dans ce cas-là, on fasse appel soit au régime matrimonial. C'est pour ça que j'avais insisté sur la liquidation du régime matrimonial au départ, parce que c'est à ce moment-là que vous pouvez prendre en charge le conjoint qui est faible. Parce que si vous avez un conjoint qui est économiquement faible, dans la succession, ce conjoint risque de ne pas hériter, puisque tous les membres de la famille par le sang vont passer avant lui. Donc, il faut prendre en compte le conjoint survivant dans le choix du régime matrimonial. C'est pour cela qu'en Haïti, on ne fait pas trop de différence par rapport au régime qu'on met en place. On parle de la communauté alors qu'il y a différents régimes de communauté. Et tous les régimes de communauté ne sont pas favorables aux conjoints. Donc, ce qui fait que si vous avez en tête si vous avez le souci de préserver la situation familiale, il faut dès le départ insister sur la liquidation du régime matrimonial. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut mettre à part les biens qui appartiennent donc au conjoint s'il en a, et aussi la moitié de la masse commune qui lui revient. Donc, dans ce cas-là, ce conjoint qui survit à l'autre a déjà un patrimoine qui lui est réservé. Donc, ce qui fait que par la suite, si la succession arrive et qu'il y a beaucoup de membres dans la famille, et parce que comme chaque ordre exclut l'autre ordre, le conjoint survivant peut se retrouver sans rien. Donc, lorsque on regarde l'état du droit dans d'autres législations, on s'est rendu compte que de plus en plus, on a toujours travaillé à modifier, à prendre en compte la situation du conjoint survivant. Par exemple, le droit français a accordé une place de choix au conjoint considérant qu'il est héritier
réservataire. C'est-à-dire qu'en aucun cas, vous ne pouvez pas le déshériter. Et qu'en présence de descendants, il a des droits en usufruit, mais il peut également faire un choix en propriété. Bien sûr, il y a un calcul une fraction qui est mise en œuvre. Je ne reviens pas là-dessus, mais on prend en compte de plus en plus la situation du conjoint survivant. Ce conjoint, justement, lorsque j'en parle, je ne fais pas mention des autres formes de couple parce que qu'il s'agisse des concubins ou des partenaires liés par le plaçage, on aurait pu se poser la question, qu'est-ce qu'ils deviennent aussi dans la succession? Mais comme ces gens-là, ils vivent à côté, juridiquement, ils sont considérés étrangers l'un à l'autre. Autrement dit, ils ne vont pas hériter. La seule solution qui reste, c'est la voie testamentaire, donc sur le plan successoral. Je peux aussi souligner, lorsqu'on parle de conjoint successif, il faut que ce soit un conjoint survivant non divorcé. Parce qu'à partir du moment qu'il y a un divorce, le divorce, justement, amène la fin du mariage. Donc, dissolution, on ne peut pas appliquer les règles de la succession, bien sûr, puisque la succession va venir à partir du décès. Seul tempérament, donc, pour pouvoir protéger le conjoint dans ce cas, ou bien l'autre conjoint, quel que soit le mode de lien qui les unit, c'est toujours de jouer sur les règles des libéralités. C'est-à-dire que tenir compte dans les dispositions testamentaires à instituer justement le conjoint ou bien le partenaire comme légataire. Et dans ce cas-là, ça peut être un légataire à titre universel ou bien un légataire particulier. Dans ces cas-là, on peut toujours donc amener des droits pour ces personnes-là. J'avais parlé aussi dans cet ordre de succession de tout ce qui peut concerner les enfants. Nous savons que notre législation a amené à partir de 2013 l'égalité dans la filiation. Autrement dit, on ne fait plus différence entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Parce que le droit des successions, avant cette réforme, avait une disposition négative, une disposition discriminatoire par rapport aux enfants naturels parce que leurs droits étaient diminués de moitié en présence du conjoint. Donc, ce qui fait en présence des enfants légitimes. Et s'il y avait donc un conjoint, ils étaient exclus de la succession. Mais à partir de 2013, où on a amener l'égalité de la filiation, l'égalité de toutes les sortes de filiation. On ne parle plus d'enfants naturels ou d'enfants légitimes. Donc, on peut toujours faire les différentes... lorsqu'on parle, on peut toujours garder les distinctions, mais les conséquences en droit successoral, c'est qu'on ne fait pas de distinction. Donc, lorsqu'on va ramener dans l'ordre des descendants les enfants, on ne fait pas de différence entre enfants légitimes, enfants naturels. Mais je me pose la question pour l'enfant incestueux parce que il y a toujours une disposition qui n'avait pas considéré l'enfant incestueux comme l'enfant naturel. Donc, il faut pousser la réflexion beaucoup plus loin. Est-ce que l'égalité de la filiation implique égalité de toutes les filiations ou bien est-ce qu'on va toujours considérer des dispositions inégalitaires par rapport, par exemple, à l'enfant incestueux ou bien par rapport aux enfants adoptés? Donc, dernière catégorie qui vient à la succession, justement, c'est l'État. L'État, il vient à la succession lorsque vous n'avez pas de conjoint survivant, c'est-à-dire dans tous les ordres dont je viens de citer, ces personnes n'existent pas, donc l'État vient à la succession. Mais il y a deux cas par rapport à l'État. Il peut venir à la succession parce qu'il y a des biens vacants. Autrement dit, les héritiers sont là, les successifs sont là, mais personne ne réclame la succession. Parce que peut-être c'est une succession déficitaire, personne ne veut
parce que vous savez qu'avec la succession, lorsque vous faites votre option successorale, vous acceptez la succession, donc vous continuez la personne du défunt, donc vous êtes en charge aussi des dettes. Si c'est une succession déficitaire, la loi vous accorde le droit de faire une option. Vous pouvez accepter, vous pouvez renoncer et vous avez aussi le bénéfice d'inventaire. Mais dans certains cas, et le plus souvent, personne ne vient réclamer la succession. Même l'État ne vient pas réclamer la succession. Donc, la loi lui fait obligation quand même de mettre en place une tutelle pour pouvoir prendre en charge les biens vacants, parce qu'on ne peut pas laisser les biens sans maître, on ne peut pas laisser les biens à la dérive. Donc, ce fait, la loi fait obligation à l'État d'intervenir. Mais les biens vacants, donc la succession vacante est à distinguer de la succession en déshérence, c'est-à-dire lorsque il n'y a personne, il n'y a aucun parent au degré successif, il n'y a aucun conjoint, il n'y a aucun légataire. Dans ce cas-là, donc on parle que la succession est en déshérence et c'est à l'État donc d'être investi dans la succession. La dernière chose que je peux dire pour ne pas trop vous surcharger, ensuite si cela vous dit, on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la succession, vous avez déterminé qui sont vos successifs. Donc, vous appliquez l'ensemble de l'ordre des héritiers. Donc, à partir de là, vous allez appliquer les taux par rapport à la réserve héréditaire et la quotité disponible. Parce que la loi indique en présence d'un enfant quelle est la part de la réserve héréditaire et la part de la quotité disponible. En présence de 2, de 3 enfants, etc., il vous dit quelles sont les quotités à prendre en compte. Donc, ce qui fait qu'il faut tenir compte de ces contraintes. Je dirais que c'est à la liberté de tester, parce que même si vous voulez faire des testaments, il faut tenir compte de la quotité disponible, parce que le risque, c'est que si vous faites des donations ou des legs qui dépassent la quotité disponible, le risque, c'est qu'il y ait un rapport successoral. Autrement dit, lorsqu'on va faire le calcul, on va demander à ce qu'on ramène à la succession justement ces biens. Le seul bémol, c'est que la loi prévoit que le défunt peut instituer par clause contractuelle qu'il n'y aura pas de rapport. Mais par contre, l'héritier qui se sent lésé peut intenter une action en réduction de libéralité. C'est pour ça qu'il faut appliquer ces règles, parce que l'héritier qui se sent lésé a totalement le droit donc d'intenter une action en réduction de libéralité malgré la volonté donc du défunt. Voilà pour l'ensemble donc de la dévolution dont je voulais vous parler. C'est-à-dire qu'il faut retenir les deux formes de succession, c'est-à-dire la dévolution qui se fait selon les dispositions de la loi s'il n'y a pas de testament, et ensuite la question de la succession testamentaire. Et si vous m'aviez bien suivi, vous allez voir qu'au final, la réserve héréditaire intervient dans les deux modes de succession. Seulement dans la succession légale, c'est le principe, mais dans la succession testamentaire, elle devient une exception parce que c'est sur la quotité disponible. On considère que le défunt, il a la liberté de tester, il a la liberté d'instituer des légataires universels à titre universel ou à titre particulier, mais n'empêche, s'il y a des descendants, s'il y a des ascendants, on ne peut pas exhéréder ces personnes-là. Mais par contre, les collatéraux ne sont pas des héritiers réservataires. Autrement dit, par testament, on peut déshériter des gens, on peut déshériter les cousins germains, etc. Donc, les collatéraux ne sont pas des héritiers réservataires, même s'ils viennent dans l'ordre de la succession. S'il y a un testament, ce testament donc peut passer outre de leurs droits et instituer par exemple le conjoint survivant
comme légataire. Autrement dit, il faut connaître la matière des successions et des libéralités pour savoir quelle personne vous voulez avantager par rapport à la transmission de vos biens. Donc, lorsque vous faites cette transmission, il vous reste tout simplement après à liquider la succession, puisque la succession, l'opération de liquidation est une opération comptable où on va reconstituer les différentes masses de patrimoine pour pouvoir justement aller au partage. Mais lorsque vous avez la liquidation qui se fait, il y a toujours une période d'indivision qui se met en place. Cette indivision post-successorale peut se faire à l'amiable ou bien de façon forcée ou conflictuelle. Lorsque vous avez justement cette période avant le partage, parce que le partage, c'est l'attribution des lots, mais avant le partage, vous pouvez avoir tout simplement une indivision gérée par une personne de la famille. Et vous connaissez le droit commun de l'indivision qui vous dit que cette gestion peut se faire par une personne. Et c'est de façon unanime. Autrement dit, même s'il y a un gestionnaire de l'indivision, toutes les décisions doivent se prendre d'un commun accord. Mais par contre, la loi vous dit que vous n'êtes pas forcé de rester dans l'indivision. Même si vous avez 20 personnes dans la succession, dans l'indivision, une seule personne peut demander donc à ce que l'indivision, qu'on puisse mettre fin à l'indivision et qu'on opère le partage. Donc, l'indivision n'est pas, c'est un état provisoire. D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez voir dans le Code civil, il n'y a pas beaucoup d'articles sur la gestion de l'indivision parce que, idéalement, c'est un état provisoire pour aller au partage. Donc, à partir de là, lorsque vous faites l'indivision, vous pouvez aussi, de manière contractuelle, décider que vous allez garder une indivision pendant 5 ans. La loi permet cela avec des contrats d'indivision, des conventions. Vous pouvez maintenir l'indivision. Dans ce cas-là, l'indivision, elle sera forcée. Mais par contre, s'il n'y a pas de consensus en la matière, donc n'importe quel héritier peut provoquer donc le partage des biens. Sauf que s'il y a des incapables ou des mineurs, le partage doit se faire en justice. C'est un partage judiciaire. Donc, en gros, c'est ce que je voulais partager avec vous concernant donc, la matière des successions et des libéralités, parce qu'au final, lorsqu'on parle de dévolution successorale, il faut voir la succession ab intesta et la succession testamentaire. La loi ne fait pas de préférence par rapport à une succession par rapport à l'autre. Donc, c'est par rapport au défunt, par rapport à la personne, lorsqu'on se marie, de savoir est-ce qu'on va faire des testaments. Donc, petite parenthèse, lorsqu'on fait les testaments également, il faut toujours voir que ce sont des actes solennels. Donc, il y a une certaine formalité à retenir pour que ces testaments soient valables. Même pour le testament holographe que tout le monde fait, qui peut se faire chez soi, il y a quand même une formalité à respecter. Ce n'est pas un acte authentique, mais c'est un acte solennel. Donc, c'est fait assez souvent. Lorsque les gens font les testaments, ces testaments peuvent être annulés. Donc, faites attention, lorsqu'on parle des testaments, il faut un testament valable ou bien on peut avoir aussi des donations. Dans notre droit, on ne met pas assez l'accent sur les donations. Mais entre personnes vivantes, vous pouvez avoir des donations. Et l'avantage de ces donations, c'est que la loi vous dit que ces donations sont irrévocables, contrairement au testament. Parce que le testament, vous pouvez le révoquer tant que la personne n'est pas décédée. Il peut changer de testament selon son bon vouloir. Mais par contre, une donation qui est faite, elle est faite de façon irrévocable. À moins que, bien sûr, je vous l'ai dit, qu'il y a eu un mauvais calcul et qu'il faut faire un rapport de cette libéralité. Donc, voilà pour l'ensemble de la matière. Lorsqu'on parle donc des successions, il faut toujours prendre en considération donc le droit
des libéralités et le droit des successions. Je vous remercie de votre attention. Donc, je me mets à votre disposition pour vos questions. Alors, merci à Kyria qui vraiment a fait un exposé, je dirais, tellement riche que chaque élément, chaque phrase c'est un exposé, en fait. C'est tellement technique et il y a tellement de subtilité qu'il faudrait vraiment plusieurs... c'est un cours, ça, c'est un cours de 45 heures minimum. C'est très, très, très bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié cet exposé parce qu'intellectuellement, il y a des entrecoupages, des recoupages, des découpages qui me paraissent très subtils. Et si on n'est pas vraiment professionnel, on peut ne rien comprendre, quoi, vraiment. Mais comme nous avons tous déjà été héritiers dans le système français, de près ou de loin, donc on comprend un peu mieux quand on connaît un peu. Alors, j'ai vu que Smith est là. Et vraiment, on te félicite, hein, docteur Kyria Despinoz, on te félicite pour cette exposé. Alors, Smith, tu veux prendre la main ou j'ai vu que tu es arrivé. Smith, tu m'entends? Smith, notre ami, notre partenaire de NIDCA, du CAP. Bon, en attendant qu'il se connecte, j'ai cru le voir, Smith. Mais pour ne pas perdre de temps, entre-temps, je passe la parole avant Céphas Despinoz, je passe la parole à Jean-Eddy Samedi, qui posera sa question. Après, on prendra les deux questions, hein, et Jean-Eddy Samedi prend la parole d'abord, et ensuite Céphas Despinoz. Donc, vas-y, Jean-Eddy, tu as la parole. Et Kyria va répondre aux deux questions à la queue leu. Jean-Eddy, tu as la parole. Là, les problèmes. Le problème de la connexion. Hein. C'est le cas pour Jean-Eddy, aussi comme pour Smith. Bon, alors, Céphas Despinoz, si tu as une bonne connexion, tu as la parole en attendant que Jean-Eddy ait une bonne connexion. Céphas, tu m'entends? Kyria, tu m'entends, toi? Oui, je t'entends très bien. Donc, le problème n'est pas chez moi. Tu vois, Jean-Eddy vient de quitter avec sa connexion. Donc, Céphas. Je ne sais pas, c'est peut-être à Jacmel le problème. Ah oui, à Jacmel, il y a plein de problèmes de connexion. À Jacmel, il y a plein de problèmes. Bon, eh bien, en attendant que Céphas m'entende et se connecte, je passe la parole à Wilder Jean, s'il m'entend. Merci, docteur Fred, et merci, docteur Kyria. Ça me fait vraiment un grand plaisir de voyager ce soir à travers le droit civil, le cours de la deuxième année fac de droit, les libéralités et la succession, de me faire voyager également en quatrième année à travers le droit des obligations, tout en me faisant voyager également en troisième année du droit des contrats. Je vous en remercie beaucoup. Je n'aime pas poser des questions quand on a un exposé qui est assez ciselé, je me permets. On a un exposé assez travaillé, pointu, puisque je suis également professeur. Je ne vois pas vraiment la raison pour laquelle j'oserais poser une question. Mais je dirais plutôt, docteur Kyria, nous avons un problème en Haïti que vous avez bien soulevé, c'est le fait que nous avons vraiment, et nous n'avons pas vraiment une volonté intellectuelle de renforcer le droit. Là où il y a des lacunes, il y a des faiblesses, nous sommes très très paresseux, du coup, nous ne voulons pas produire. La production intellectuelle, la production juridique n'est pas
vraiment quelque chose qui intéresse les intellectuels à proprement parler. Et je viens d'avoir cette opinion, c'est le fait que Dr. Kyria, et nous avons un droit en Haïti qui est négligé, et c'est le droit coutumier. C'est le droit coutumier. Je crois que le seul texte que l'on a et en rapport avec le droit informel haïtien, c'est un texte qui a été écrit sous la direction de Jean Carbonnier, à l'époque quand il travaillait à CRNS en France, centre de recherche, etc. Et on peut voir à travers le droit coutumier haïtien, le texte du droit informel haïtien, et ce que l'autre, à savoir Jean Carbonnier lui-même, qui est considéré, qui a écrit un texte en rapport avec le droit, en parlant de la flexibilité du droit. C'est comme s'il y a un droit parallèle qui existe en Haïti, et c'est le cas, par exemple, dans certaines régions, même s'il n'y a pas un droit qui est réservé aux conjoints survivants, mais les enfants s'entendent à ce que les biens de la famille continuent à être gérés par le conjoint survivant, et c'est après la mort de ce conjoint survivant-là qu'on aura procédé au partage. Donc, il y a une certaine reconnaissance justement de cette pratique, mais c'est très, très minime. C'est pas très, très significatif. Donc, je dirais, il faut avoir effectivement cette plaidoirie-là, et j'ai envie d'accuser les organisations féminines, et en vous écoutant, et pour leur demander pourquoi ne pas s'organiser de façon à avoir effectivement cette velléité de travailler, d'avoir des consortiums de manière à ce que la femme puisse avoir effectivement un droit successoral et comme héritier réservataire, comme vous avez bien dit, dans certaines législations, cela existe pour qu'en fait effectivement ces femmes-là puissent jouir justement de leurs droits. Ce n'est pas une question de femmes mariées seulement, même dans le concubinage. On a l'impression qu'il y a des femmes qui vivent dans le concubinage. Si se mettre ensemble pour vivre est une question de savoir-vivre, de vivre ensemble, à un moment donné, on a l'impression que les femmes qui vivent dans le concubinage se comportent beaucoup mieux par rapport aux femmes mariées. Et ces femmes-là sont beaucoup plus responsables par rapport aux femmes mariées. Donc, Dr. Kyria, je vous en remercie beaucoup. C'est un très bon exposé et cela m'a permis de faire des voyages, en même temps de me ressourcer, pourquoi pas, et d'apprendre aussi des choses nouvelles. Merci beaucoup, Dr. Kyria. Alors, merci, Wilder, pour ta remarque, pour tes remarques. Très bien. Alors Smith est revenu. Et, Smith, tu peux prendre la main, là? Fred, tu veux que je réponde? Non, attends, on prend deux. On va aller vite, on prend deux. Smith, tu prends la main, Smith? Merci, Dr. Fred Sénégal. Prends la main, tu m'entends? Non, il ne m'entend pas. Alors, comme il y a deux, moi, je vais quand même poser une question et puis après, quand Smith aura une bonne connexion, il reprend la main, hein, parce qu'en général, c'est lui qui manage ça. Moi, je vais poser une question qui est un peu technique. Alors, le docteur Kyria a fait son exposé sur un stock, c'est-à-dire le conjoint meurt, il a laissé 2 maisons, 3 voitures, 4 châteaux, il a laissé un stock. Et ce stock est traité dans le cadre ou dans les cadres que le docteur Kyria a fort clairement exposé. Maintenant, je veux parler du flux, les flux. Si le conjoint qui percevait une retraite ou une retraite, que devient cette rente pour les enfants? Je peux comprendre, les enfants auront leur pension de retraite quand eux-mêmes ils vont être à la retraite, je peux comprendre. Mais que devient le flux régulier que le conjoint disparu percevait? Que devient ce flux? Il est mort, est-ce que le flux disparaît? Ou est-ce que le flux, comme le stock? Voilà, merci pour la réponse. Et Smith, si tu as une bonne connexion,
tu me dis pour prendre la main. Vas-y, docteur Kyria, pour répondre en attendant que Smith prenne la main. Par rapport à l'observation de je sais plus, la première personne qui avait parlé du droit, du droit coutumier, vous parlez de Carbonnier. Oui, c'est vrai que j'ai fait vraiment un balisage de toutes les années parce que j'ai pris l'ensemble des matières au final. Donc, c'était bien le cas. C'est une bonne révision. Mais concernant le droit coutumier, je sais que vous avez parlé de Carbonnier qui avait justement vu le pluralisme juridique avec les différents systèmes et a mis en place surtout la question de l'ordre juridique écrit, donc avec le système écrit et le système coutumier. Mais en Haïti, nous avons également Montalvo Despeignes qui avait écrit sur le droit informel. Nous avions eu également un travail qui a été fait au sein de la faculté de droit à Port-au-Prince avec, en fait, lorsque monsieur Colo, Gélin Colo était doyen à cette époque. Donc, il y a eu un ouvrage qui est sorti sur le droit informel haïtien. Et moi-même, dans ma thèse, il y a une partie également où j'ai pris en compte le droit spontané haïtien. C'est-à-dire que moi, j'ai étudié la formulation du droit informel, du droit coutumier, et j'ai plutôt opté pour un droit spontané en Haïti. Donc, on n'aura pas le temps de définir ce terme de droit spontané parce que c'est plutôt une forme de droit qui englobe toutes les manifestations je dirais, de comportements qui sont créateurs d'une forme de normativité. C'est ce que nous avions en Haïti. Et j'ai ramené ce droit, cette perception du droit spontané à la matière matrimoniale. Et c'est dans ce cadre, justement, chers collègues, j'ai étudié la place du partenaire soit placé ou bien du concubin. Donc, pouvoir, comme moi, c'était surtout inscrit pour les régimes matrimoniaux. Donc, j'ai parlé tout simplement de ce côté informel, de ce droit patrimonial coutumier, si je veux parler ainsi pour être clair, même si on ne peut pas dire qu'il y a un droit patrimonial coutumier, mais j'ai essayé de reprendre les quelques textes qui existaient par rapport à Montalvo Despeignes, par rapport au colloque donc, qui a été fait où on a eu l'ensemble, donc un recensement de coutumes en matière familiale et j'ai retracé un mode de régime matrimonial qu'on a à côté des régimes matrimoniaux légaux. C'est-à-dire que s'il y a un travail qui se fait de recensement de la coutume, il est vrai que nous avons une façon de gérer ces règlements patrimoniaux, ces formes de répartition de biens. Et vous avez raison, le plaçage, c'était une forme de répartition patrimoniale des biens. C'était plus une forme de gestion des biens qu'un lien, je dirais, personnel entre deux personnes. Parce que le plaçage coutumier, ce n'est pas le plaçage concubinage d'aujourd'hui. Je reviens vraiment au droit coutumier. Lorsqu'on avait le plaçage au début, après l'époque de l'indépendance, jusque dans les années 50, ces formes de plaçage avaient vraiment un modèle de régime patrimonial, donc il fallait mettre en évidence. Mais Montalvo Despeignes avait fait ce travail et je vous invite, lorsque vous avez l'occasion, d'aller voir justement ce travail qu'il avait fait qui est assez intéressant. Donc, vous avez raison, il y a quelque chose qui existe, ce n'est pas le droit civil, ce n'est pas le droit légal, mais nous avons donc un ensemble de comportements qui existent, donc qui peuvent aider donc, dans ce cas-là. Donc, merci pour votre intervention. Juste une remarque, Fred. Je vois qu'il y a, comme je suis sur mon téléphone, mais je vois qu'il y a beaucoup de questions par rapport, donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut regarder. Oui,
Je vais te les lire. Tu réponds à la deuxième et après je lis les autres. Voilà. La deuxième question concernait justement les questions de pension de retraite, si je ne m'abuse. Donc, ce qui fait que le salaire et le système de pension, ça rentre dans la partie des rapports matrimoniaux pendant le cours du mariage. À partir du moment que le mariage se rompt par décès, donc la loi donne possibilité à la femme ou au mari de pouvoir bénéficier de la pension, mais il y a une limite. La limite, c'est jusqu'au décès ou bien au remariage de la personne. Autrement dit, cela passe au conjoint, mais c'est limité. Si la personne se remarie, automatiquement, elle perd son droit sur donc, la pension du conjoint. Oui, c'est vraiment le système français. Je crois qu'il y avait une particularité là-dessus. Voilà. Non, c'est le même système. Oui, oui. Ouais. Alors, il y a deux questions dans le chat que je vais te lire. Alors, il y a une de Benoît Clément. Benoît Clément, et après, je vais passer, une fois que je les aurai lues, je vais passer la parole au docteur Mibsan Janis. Comme ça, tu auras trois questions et tu vas répondre dans la foulée. On va gagner du temps. Alors, Benoît Clément, bonsoir, docteur Kyria. Je vous félicite pour votre exposé. J'ai une petite question. Dans le cadre d'un testament, si le décujus a des enfants, est-ce qu'il peut aliéner tous ses biens? Est-ce que la loi haïtienne ne reconnaît pas les réserves héréditaires? Je crois que tu as répondu, mais tu vas préciser les choses pour lui. Alors, une autre question dans le chat, c'est Smith Horry. Y a-t-il une disposition légale limitative sur les donations envers le ou la conjointe si le régime matrimonial est déjà séparé au départ? Ensuite, je regarde Mathurin Dieu-Merson. Donc, tu notes, Mathurin Dieu-Merson. Toutes mes félicitations pour cet exposé vraiment bien travaillé. Ma préoccupation, c'est Mathurin Dieu-Merson. Hein? Toutes mes félicitations pour cet exposé vraiment bien travaillé. Ma préoccupation, c'est concernant les libéralités faites du vivant du décujus. Je sais que la donation entre vifs est irrévocable, mais si ces donations dépassent la quantité disponible et attaquent grandement les réserves et qu'elles soient passées au dernier moment de la vie du défunt et qu'il voulait réparer des héritiers, les héritiers réservataires, est-ce qu'on ne peut pas les attaquer? Je crois que là aussi, tu as répondu à cette question parce que je t'ai bien écouté. Oui. Bon, c'est vrai. Alors, je passe maintenant la parole. Ça te fera une troisième ou une troisième, je pense. C'est Mibsan Janis, docteur Mibsan Janis. Tu m'entends? Tu peux prendre la parole, s'il te plaît. On a vraiment des difficultés avec les connexions. Hein. Oui. J'ai la chance aujourd'hui. Mibsan, tu peux prendre. Docteur Janis. Je peux peut-être répondre avant d'oublier. Oui, vas-y. Parce que je me rappelle seulement que de deux là. Par rapport à la question concernant les donations, oui, on avait dit que lorsque vous faites une donation, il y a la réserve. C'est pour ça que j'ai parlé de l'imbrication du droit des libéralités et des successions. Autrement dit, même lorsque vous pouvez faire une transmission volontaire de vos biens, la loi a un ordre public, des dispositions d'ordre public qui vous empêchent d'avoir une liberté totale. C'est-à-dire qu'il faut respecter la réserve héréditaire. Même lorsque vous instituez des légataires universels, des légataires à titre universel ou bien particulier, vous ne pouvez pas porter atteinte à la réserve héréditaire. Parce que si vous portez atteinte à la réserve héréditaire, vous vous exposez à ce que cet héritier réservataire fasse
une action en réduction donc, des libéralités lorsqu'on va faire les opérations de liquidation, mais également, vous ne pouvez pas, cet héritier, et on peut avoir également un rapport de ces libéralités. Autrement dit, la donation, elle est irrévocable, certes, mais si la part donnée dépasse la fraction de la quotité disponible, donc il va y avoir un rapport de ces libéralités. Comme je vous l'ai dit, ce sont des opérations comptables. C'est-à-dire, lorsqu'on fait ces rapports, on les inscrit pour savoir combien et de quelle fraction il y a eu un dépassement. Il se peut qu'on ne demande pas au donataire de ramener le bien. Mais par contre, en valeur, lorsqu'on va faire le calcul, on va diminuer son lot parce qu'il a été déjà alloti par la donation. D'accord? Donc, je pense que j'ai répondu aux deux questions qui se rejoignaient un peu par rapport donc, au testament. Si ce n'est pas clair, donc vous pouvez me dire si cela vous satisfait. Parce que je pense qu'il y a deux questions qui se ressemblent. Alors, la troisième? Docteur Mitsan, est-ce qu'il m'entend? Il y avait une troisième, Fred, au milieu. Une question, y a-t-il une disposition légale initiative sur les donations envers le conjoint si le régime matrimonial est déjà séparé au départ? J'essaie de comprendre la question. Donc, je pense qu'il veut parler de la séparation de biens, c'est-à-dire s'ils sont séparés de biens, peut-être? Oui, je pense que c'est ça. Y a-t-il une disposition légale limitative sur les donations envers le ou la conjointe si le régime matrimonial est déjà séparé au départ? D'accord. Donc, ça n'a rien à voir. Le régime, vous pouvez choisir n'importe quel régime matrimonial. Parce que, comme je l'ai dit au départ, vous êtes obligé de faire une liquidation du régime matrimonial avant d'attaquer la succession. Donc, s'il y avait un régime de séparation de biens, vous savez que dans ce régime, la liquidation, c'est chacun pour soi. C'est-à-dire chacun garde ses biens propres. Donc, dans ce cas-là, on parle de biens personnels parce qu'on garde la terminologie bien propre pour les régimes de communauté. Chacun reprend ses biens personnels. Donc, c'est le défunt, c'est le patrimoine du défunt qui va être transmis. Donc, c'est sur ce patrimoine-là qu'il peut y avoir une donation qui a été faite. Donc, c'est pour cela qu'on a j'allais utiliser le mot une cartographie des biens, c'est-à-dire on va faire un récapitulatif de tous les biens pour savoir quels étaient les biens personnels et à quel moment il y a eu la donation. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Et il y a une disposition dont je n'ai pas parlé, j'ai tout simplement parlé des institutions contractuelles qui sont finalement des donations à cause de mort. Parce que la loi interdit la prohibition. En fait, il y a prohibition des pactes sur succession future. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, avant l'ouverture d'une succession, faire des contrats sur la succession qui va venir. Mais il y a une petite dérogation concernant les donations entre époux. C'est-à-dire, avant le décès, vous pouvez faire une donation entre époux, c'est ce qu'on appelle une institution contractuelle, qui permet de décider du sort du bien, justement, avant le décès. Donc, c'est cette permission de la loi qu'on a par rapport à ce qu'on empêche, parce qu'on empêche de faire des contrats sur une succession à venir, parce qu'on considère que cela va inciter les gens à tuer, à avoir des idées de meurtre sur la personne pour pouvoir jouir justement de ce contrat qu'on va faire ensemble sur une succession. D'ailleurs, on les appelle des pactes de corbeaux. C'est interdit par la loi, sauf lorsque vous avez une donation qui va se faire entre époux. La loi permet cela, de ce qui fait que même si vous avez un régime de séparation de biens, etc., mais entre vifs, vous pouvez faire une donation entre époux. Et le plus souvent, la clause concernant cette donation, c'était tout simplement pour laisser au conjoint la possibilité
d'avoir le logement de la famille. En général, c'est souvent cela. Ou bien si la succession n'est pas conséquente, c'est de pouvoir déterminer que ce sera un légataire. On lui donne la totalité des biens puisqu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'éléments dans la succession. Donc, c'est pour dire que l'un n'empêche pas l'autre. Les régimes matrimoniaux, c'est une chose. La donation, donc, c'est quelque chose. Cela peut se coupler. Merci, docteur Kyria. Alors, Mipsan, tu as levé la main. Tu peux prendre la... Tu m'entends là? Oui, professeur Célimène. Ah, vas-y, tu as la main. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, docteur Kyria. Et je tiens à vous féliciter pour votre brillante présentation. Et j'ai beaucoup noté. Et il faut faire ces interventions-là le plus que possible pour que nous puissions bénéficier de votre expertise. C'était une présentation à la fois pédagogique, méthodologique, technique, et c'était tout simplement extraordinaire. Étant donné que c'est l'UIS qui nous a donné la possibilité et de suivre à distance ces gens d'intervention, en retour, nous tenons à remercier et à féliciter l'UIS aussi. Et ma préoccupation, docteur Kyria, c'est la similitude entre le droit haïtien et le droit français. Pour être gentil, mais de préférence, c'est la continuation de la colonisation du droit haïtien encore par les anciennes législations françaises. Et je suppose, même de la vie privée des gens, en se référant au droit civil, eh bien, la démarcation n'est pas encore faite jusqu'à date. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez travaillé là-dessus en termes de données pour voir entre ce qui se trouve sur le papier, ce que j'appelle l'idéal en matière d'écriture, les dispositions sur les différentes catégorisations de succession, et la réalité de tous les jours. Je voulais savoir, est-ce que vous avez une idée sur l'utilisation de ces droits-là, à part le mariage, eh bien, en Haïti? Certainement, on a beaucoup, de la loi, il y a beaucoup de dispositions ou de dispositifs, mais cependant, est-ce que les citoyens haïtiens, haïtiennes savent l'existence de ces choses-là et est-ce qu'ils font appel à ces choses-là? Est-ce que vous avez une idée en termes de comptabilité des opérations par rapport au registre, soit des notaires ou des archives des tribunaux? Je peux y aller, Fred? Je sais pas si parce qu'après, je vais te donner deux questions qui sont dans le chat. OK. Je ne peux pas dire que j'ai eu un travail achevé, mais j'avais commencé à faire un travail de recensement au début de ma thèse parce qu'au départ, comme je vous l'ai dit, je travaillais sur le couple en général. Autrement dit, si je travaille sur le couple, ce n'est pas seulement le couple marié, mais c'était le plaçage et le concubinage. Donc, en la matière des régimes matrimoniaux, donc si je peux ajouter les successions, ça a été très difficile de trouver parce que pourquoi j'ai été sur le terrain pour essayer de savoir ce qui se passait en pratique? Déjà parce que j'avais fait justement ce constat où on a un droit français et les quelques réformes qui ont été prises n'ont pas été achevées parce que non seulement on a reproduit au départ donc l'ensemble de la matière, mais j'ai constaté quelque chose, à chaque fois que cela se compliquait, devenait de plus en plus technique, on retrouvait par ces articles dans notre code civil. C'est-à-dire que les dispositions déjà étaient tronquées. Si ces dispositions sont tronquées, autrement dit, dans la pratique, puisque souvent ça concernait les opérations de gestion. Par exemple, pour les régimes matrimoniaux, vous avez tout ce qui concerne le jeu des récompenses, des créances entre époux. Vous n'allez pas retrouver l'essentiel de ces articles dans le Code civil. Ou bien si on les retrouve, c'est de façon parcellaire. Ensuite, vous avez en Haïti un recensement qui a été fait justement à partir
de ce colloque où il y a eu un dépouillage parce que c'était sur la coutume, ça a été fait de façon grandiose. C'était sur la place de la coutume dans l'ordre juridique haïtien. Le dépouillage n'a pas pu aller beaucoup plus loin parce que ceux qui faisaient les enquêtes, etc., se sont trouvés confrontés à des incompréhensions. C'est-à-dire ceux qui retrouvaient au niveau des notaires, c'était des applications françaises. Les gens appliquaient un droit coutumier, mais comme vous savez, le droit coutumier n'est pas un seul droit. C'est-à-dire ça peut être un droit par section, par quartier. Donc, il faut savoir vraiment est-ce que c'est de la coutume ou bien juste une habitude, juste une pratique. Donc, tous ces éléments-là ont fait qu'on n'a pas pu terminer le travail. Ce bouquet a simplement présenté une diversité. Ce qui fait que le travail n'a pas pu être pris en considération pour aboutir, parce que le but premier, c'était justement de proposer un régime matrimonial alternatif ou bien une forme de lien conjugal qui se met en place en dehors du mariage, mais ce travail n'a pas pu se faire. Tout cela pour vous dire, oui, on a repris les dispositions. À chaque fois qu'on fait des réformes, on reprend encore ces dispositions. J'ai pour preuve les décrets de 2020, parce que ce n'est pas seulement sur les régimes matrimoniaux, il y a un autre aussi sur le bail professionnel, il y a un autre sur les sûretés. Ce sont des textes français encore repris. Et lorsque ces textes sont repris, on oublie complètement les 80% de la population qui vivent en dehors des liens du mariage, qui pratiquent une autre forme de vie conjugale ou de répartition des biens entre les familles, donc ce qui fait qu'on a une législation qui ne concerne qu'une infime partie de la population. En 2020, on a changé notre régime matrimonial, c'est-à-dire le régime de droit commun n'est plus la communauté de mœurs et acquets. J'ai vu un seul article de Maître Bernard Gousse, mais personne d'autre n'en a parlé. C'est-à-dire la majorité de la population est pas la majorité, parce, disons que ceux qui ne font pas d'autres formes de contrat, leur situation change, ils se marient automatiquement, ils pensent qu'ils sont sur la communauté de mœurs et acquets, mais ils ne sont plus sur cette communauté. Mais personne n'en parle. Et lorsque vous allez auprès des paroisses, et surtout dans les églises, qu'on enregistre justement ces formes de données, mais on n'en a rien. Parce que je pense qu'il y a une carence au niveau de la formation. Les gens n'aiment pas parler d'argent parce qu'ils pensent que parler d'argent, c'est peut-être un esprit de lucre qui ne s'allie pas, qui ne va pas avec l'esprit du mariage. Donc, les gens n'en parlent pas. Donc, les quelques cas que j'ai pu trouver chez les notaires, ça concernait de grands patrimoines, mais jamais vraiment des cas de succession parce que les notaires n'aiment pas partager ces éléments. Donc, je ne sais pas si je réponds complètement à ta question. Mais c'est un peu l'observation que j'avais faite et que je fais encore par rapport à cette matière. OK. Eh bien, docteur Janice, il semble... OK, il est satisfait de ta réponse. Merci pour cette question qu'il a posée. Alors, j'ai Jean-Eddy Samedi qu'on n'arrivait pas... à qui on n'arrivait pas... Merci, docteur. Merci, docteur. Oh, parfait. Donc, Jean-Eddy Samedi, enfin, il a écrit sa question alors qu'on n'arrivait pas à l'avoir en direct. Alors, il dit bonsoir à tous. Je vous félicite beaucoup pour cet exposé. Quels sont les effets de la donation? Comment peut-on révoquer la donation? Merci pour votre humble compréhension. Alors, ça, c'est Jean-Eddy Samedi. Maintenant, il y a Maître Michael François. Bonsoir, docteur. Je tiens à vous féliciter pour votre superbe exposé. Je vous en remercie. Une personne qui est morte sans héritier et elle a laissé un bien,
mais le passif est supérieur à l'actif. Et si l'État vient à cette succession, que fera le créancier lui-même? Je crois que tu avais dit un mot là-dessus, mais pour clarifier cette affaire. Et puis, j'ai vu Sephora d'Espinos apparaître. Est-ce que sa connexion fonctionne? Ok. Elle n'est pas là, c'est encore déconnecté. Bon, eh bien, réponds déjà à ces deux questions, Donc, docteur. sur la donation? Sur les deux questions qui ont été lues. Donc, la loi vous dit que la donation, elle est irrévocable. Mais comme c'est un acte formaliste, il y a certaines conditions qui sont imposées pour que la donation soit valable. Mis à part ces conditions de forme, c'est-à-dire c'est un contrat, comme toute forme de contrat, d'ailleurs, on trouve tous les éléments de contrat de base, c'est-à-dire les éléments de validité tels que consentement, capacité, etc. Mais la donation en elle-même, elle est irrévocable. Lorsque vous faites une donation, vous ne pouvez pas revenir sur votre disposition. Comme je vous l'ai dit, la donation, elle est irrévocable seulement lorsque la donation, elle dépasse donc la quantité disponible. Il y a tout simplement un rapport qui se fait, c'est en valeur qu'on va traiter la question. Parce qu'on ne peut pas. Imaginons qu'on a donné un bien immobilier. On est toujours contre le fait de morceler les biens. Donc, ce qui fait, ça va être un rapport qui se fait de façon comptable. On va considérer quelle a été la valeur qui dépasse pour pouvoir dédommager justement la personne qui a été victime, je dirais, du surplus. Donc, ce qui fait, la donation, elle est irrévocable. Si vous faites une donation, c'est entre vifs, c'est avant le décès, mais vous ne pouvez pas revenir là-dessus. Et la deuxième question, je m'excuse, Fred, mais j'ai perdu mon stylo, j'ai pas noté. Je dis la deuxième. Bonsoir, docteur. La deuxième est de Michael François. Bonsoir, docteur Kiria. Je tiens à vous féliciter pour votre super exposé. Je vous en remercie. Une personne qui est morte sans héritier, elle a laissé un bien, mais le passif est supérieur à l'actif. Et si l'État vient à cette succession, que fera le créancier lui-même? OK. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on a parlé des options successorales, justement, c'était pour permettre à l'héritier de ne pas être saisi du passif. Parce que si vous savez que l'héritier, il a la saisine, c'est-à-dire que dès qu'il y a le décès, il rentre de façon, il a vocation de rentrer dans les biens, c'est-à-dire il prend possession de ses biens de façon naturelle. Il n'y a pas besoin de formalité, c'est pour cela qu'il y a l'option successorale qui est une balise. Il faut faire un choix. Soit vous acceptez la succession, soit vous renoncez à la succession. Lorsque vous renoncez à la succession, c'est parce que vous savez que cette succession est déficitaire. En général, c'est toujours pour cette question. C'est-à-dire que lorsque on dit que le mort saisit le vif, c'est-à-dire vous rentrez dans les chaussures du défunt, vous êtes redevable de toutes les dettes et vous recueillez l'actif. Donc, si vous avez un gros passif, donc mieux vaut renoncer à la succession. Vous renoncez à la succession, dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'autres héritiers pour prendre la succession, bien sûr, on va faire tous les autres héritiers, ça va revenir à l'État. Même l'État peut se retrouver dans la situation de laisser le bien en vacant, mais finalement, on lui impose, donc avec l'administration des domaines, de pouvoir donc gérer la succession. Si elle est déficitaire, il n'y a rien, il n'y a qu'à liquider. Donc, j'allais dire malheureusement pour ce créancier, il n'aura rien. Puis s'il n'y a rien, justement, qu'on peut faire pour dédommager. Ce n'est pas l'État qui va payer les fautes d'un héritier qui a été dépensier. C'est-à-dire que si on vend le bien, si on essaie de dédommager, qu'on n'arrive pas à rentrer
donc sur toutes les dettes, on n'arrive pas à obérer le passif. Dans ce cas-là, ben, c'est le créancier qui restera donc impayé. Donc, lorsque vous avez ces cas, si vous avez quand même une succession qui est plus ou moins, vous ne savez pas trop, et c'est à partir de là qu'on vous dit d'accepter à concurrence de l'actif net. Autrement dit, on va déjà faire une opération de paiement de tous les passifs, et après, dans ce cas-là, donc, s'il reste quelque chose, on va donner aux héritiers. Mais sinon, on va déjà payer les créanciers. Donc, c'est le tout pour vous dire que vous avez le choix. Avec une succession négative, vous pouvez toujours accepter la succession, tout en sachant qu'à partir du moment où vous acceptez la succession, vous devenez responsable des dettes. C'est-à-dire, il n'y a plus de cloisonnement entre votre patrimoine et le patrimoine du défunt. Donc, si vous n'avez, surtout avec la question de saisine, parce que la saisine peut être tacite, c'est-à-dire s'il y a un décès, vous vous comportez en héritier, vous commencez à faire des actions qui montrent que vous reconnaissez que vous êtes héritier. Dans ce cas-là, on considère que vous avez accepté la succession. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut faire très attention parce que la saisine, ce n'est pas un acte. Vous rentrez dans les pas du défunt. Donc, si vous ne faites pas attention dans les actes que vous faites à partir du décès, vous pouvez être responsable sur vos propres biens de la succession, des dettes de la succession. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut être très, très vigilant. C'est vrai qu'il y a certains actes conservatoires que vous pouvez faire. C'est-à-dire, vous pouvez payer les frais funéraires. Vous pouvez faire des opérations de conservation de biens, accepter un loyer, mais n'allez pas plus loin parce qu'à partir du moment où vous allez plus loin, c'est que vous acceptez la succession. Et s'il y avait un passif, parce que la loi donne un certain temps pour que les créanciers se fassent connaître, donc vous pouvez vous arriver donc avec un passif très grand qui arrive à la dernière minute et maintenant c'est sur votre propre patrimoine que vous allez payer cette succession, cette dette. Excusez-moi. Parfait. Merci pour la réponse. Je pense que Maître Michael François bien est satisfaite. Alors, il y a Marie Mythe de Verger qui pose une question. Alors, je lis tout le texte. Votre maîtrise du sujet, docteur, est impressionnante. Je voudrais vous poser une question. 2 points. Lorsqu'une personne disparaît lors d'un événement tragique, si après une longue période, la personne ne réapparaît pas, quels sont les délais légaux à respecter pour déclarer un héritier porté disparu comme absent ou décédé? Décédé. Quelles sont les conséquences de cette déclaration sur la procédure de succession et les droits des autres héritiers? Ok, j'essaie de retrouver l'article. Si je ne trouve pas, peut-être pour ne pas, pour pouvoir parler de la date, parce qu'elle me demande la date, justement. Et en cas de disparition. C'est pas lorsque la succession est fermée, quand c'est clos. Non, oui, c'est-à-dire, il faudrait savoir à partir de quel moment on peut considérer que la succession est close définitivement. Parce Voilà. qu'avec la disparition, c'est-à-dire qu'il faut établir un jugement déclaratif de décès, c'est-à-dire aller devant le tribunal, faire établir qu'il y a la disparition de la personne, donc dans des circonstances où vraiment on pense que la personne, elle est décédée, il n'y a pas de doute, mais en fait, c'est comme elle a demandé la date, je n'ai pas retrouvé l'article sur les yeux, j'ai juste l'article, article 120, 121 du Code civil. Quels sont les délais légaux? Oui, c'est les délais que...
pour déclarer un héritier porté disparu comme absent ou décédé? En fait, j'ai pas la date sous les yeux parce que je me rappelle plus de tête les dispositions de l'article, mais je sais que la loi, oui, quelles sont les met en place, quelles sont les contraintes. C'est-à-dire, on va dire qu'il y a une période que la loi vous dit où on peut faire un jugement déclaratif de disparition. C'est-à-dire, ce jugement, lorsque vous allez déclarer la disparition, ce jugement va constituer un acte de décès. Donc, je n'ai pas le code civil, mais c'est dans les articles 102 à 108 du code civil qui donne ça. Donc, vous pouvez noter et peut-être essayer de lire ça après si vous avez un code civil sur la main. Mais à partir de... Oui, c'est les délais légaux. Pour déclarer un héritier qui était porté disparu et puis il réapparaît. Ah, lorsqu'il réapparaît, la succession sera close de toute façon. C'est-à-dire, s'il réapparaît, on va lui permettre de récupérer ses biens, mais les biens qui restent. Parce qu'il faut préserver les droits des tiers. Parce que si vous avez des personnes qui avaient, en fait, si l'autre personne qui avait hérité avait vendu des biens, on ne va pas récupérer ces biens. C'est-à-dire que on ne revient pas sur les droits qui ont été transmis, soit par vente, etc., mais seulement la personne peut récupérer sa succession que ce soit l'absent ou bien le disparu. S'il vient à réapparaître, la succession sera close, c'est-à-dire on va quand même faire la liquidation de sa succession, mais seulement on va lui permettre de récupérer les biens qui restent parce qu'il réapparaît. D'accord? C'est-à-dire que si la personne... Dans l'esprit de la question, on ne sait pas... Enfin, l'esprit, par limite, mais je comprends entre les lignes, c'est qu'on ne sait pas que je suis héritier. Donc, vous étiez trois, vous avez partagé tout le bien, tous les biens en trois. Et puis moi, je suis héritier, je réapparais. Oui. Mais on ne savait pas qu'il y avait un quatrième. En général, on le sait. Oui, c'est vrai qu'en général, on le sait. Oui, en général, on le sait. Seulement, la difficulté, c'est de savoir si c'est un cas d'absence ou c'est une disparition. Si c'est un cas d'absence, il y a un doute. Mais la loi donne un certain délai pour déclarer l'absence. Mais en cas de disparition, les circonstances font que le décès, il est acté. C'est-à-dire, s'il y a eu, par exemple, un tremblement de terre, on n'arrive pas à retrouver la personne, on ne va pas considérer que c'est une absence. On va considérer que c'est une disparition. Dans ce cas-là, la loi vous permet d'établir un acte de disparition, qui est un acte de décès. Le jugement tient lieu d'acte de décès et c'est à partir de ce jugement donc qu'on va liquider la succession de la personne. Mais il se pourrait que, quel que soit le cas de l'absent ou du disparu, que la personne réapparaisse. Et c'est dans ce cas, lorsque même s'il y a eu cette absence déclarée ou cette disparition, on va toujours maintenir cette succession qui a été, c'est-à-dire, s'il y a eu vente des biens, etc., on va toujours conserver ces actes. Seulement, le peu qu'il y avait entre les héritiers connus, on va restituer ça donc à la personne qui revient. OK. Bon, alors, Wilder Jean a levé la main. Vas-y, rapidement, Wilder. Rapidement, je reviens, docteur Kyria. Alors, j'imagine que Wilder Jean est porté disparu et dans un délai de 6 mois, les héritiers décident justement d'avoir un jugement d'absence pour pouvoir procéder au partage des biens. Quelque temps après, je réapparais. Est-ce que les membres de la famille, les co-héritiers, si vous me permettez, ne peuvent pas s'entendre, même s'il y avait partage? Est-ce que les gens ne peuvent pas s'entendre pour dire qu'il y a un élément nouveau
Donc, Wilder Jean fait son apparition. Il n'est pas mort, effectivement. Et puis, les membres, les co-héritiers, est-ce qu'ils ne peuvent pas s'organiser de façon à faire un procès baptisé retrait successoral et à charge par les héritiers de payer la personne qui a eu à faire l'acquisition avec tous les dommages et intérêts que cela peut comporter? Non, la loi ne va pas jusque-là. C'est-à-dire que lorsqu'il y a réapparition du disparu, de l'absent, on lui donne les biens. Il récupère les biens s'il les trouve entre les mains des héritiers, des co-héritiers. Mais s'il y a eu des tiers qui ont eu cette acquisition, on ne va pas prendre justement ces biens. Imaginons que vous aviez une voiture. Même si vous pouvez retracer la personne qui a la voiture, mais on ne va pas lui demander d'annuler la vente. Mais par contre, si vous aviez une maison et que c'était vos enfants qui étaient dedans, vous récupérez votre bien. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire, c'est plus par rapport aux tiers. On ne va pas porter atteinte aux droits des tiers, mais par contre, vous récupérez vos biens au niveau de la famille. Ce sont les articles 120 et 121 du Code civil qui expliquent cela. Alors ça, c'est si... Merci beaucoup. Tant que, si le bien reste entre les mains des héritiers, oui, on peut demander aux héritiers de dédommager le réapparu. Mais si, entre-temps, les héritiers ont vendu les biens, oui, eh bien, le réapparu a tout perdu, quoi. Il a perdu, oui, c'est bien ça. Voilà. C'est un peu comme lorsqu'il était marié. Imaginons qu'il était marié, il y a eu acte de décès, donc on considère qu'après il réapparaît, donc la femme est déjà mariée à une autre personne. On ne va pas lui demander de divorcer pour être avec. C'est un peu ça. C'est-à-dire, à certains droits, surtout les droits des tiers, on ne touche pas, mais dans la mesure où il peut récupérer son patrimoine, on le lui donne. D'accord. Voilà, alors il y a encore une marge pour prendre une question encore. On peut prendre une question encore. Wilder, vas-y. Alors, docteur Fred, ce n'est pas une question. J'ai envie de demander à la docteure quand est-ce qu'on va y avoir une autre conf. C'est ce que j'ai envie de demander. Une autre conférence. Notre conférence. C'est vrai que c'est un sujet qui est très riche et il mérite chaque point méritait une conférence, c'est vrai. C'est parce que c'est en fait assez complexe comme enfin ou plutôt il faut le rabâcher pour bien le comprendre, quoi. C'est pas, on le comprend pas d'un coup comme ça, quoi. C'est un cours de 45 heures finalement que j'ai fait en 2 heures aussi. Oui, c'est exactement ça. Un cours de 45 heures. Hein? Ouais. Ok. Oui. Alors, une autre question. Une dernière question, chers amis. On a la place pour prendre une question. Peut-être que c'est moi qui vais poser la question alors. Non, je voulais... Oui, c'est très enrichissant, c'est Michael François, cette conférence. Merci. Oui, merci Michael. Oui, eh bien vas-y, Kyria, pose ta question et réponds à ta propre question. Non, en fait, je vais passer une question que je pose à l'Assemblée, en fait. Comme M. Wider vient de dire que c'est intéressant, là, j'ai balisé un peu sur les régimes matrimoniaux la dernière fois. Là, je viens de faire les successions et libéralités. Mais par contre, si vous avez une question beaucoup plus précise, une thématique, un thème à l'intérieur que vous voulez que je développe, s'il y a encore de la place parmi les cycles de conférences, donc, peut-être me faire parvenir et je verrai avec les docteurs Célimène et Providence si c'est possible. D'accord. Et une question, ce genre de travail technique, quel est le ministère en Haïti qui gère ça? Le ministère de la Justice? Concernant la famille?
Oui, tout ce qui est droit notarié, droit de la famille, droit de succession. Quel est le ministère qui gère ça? Non, il n'y a pas un ministère pour ça. C'est-à-dire, on peut trouver des éléments travaillés par la condition féminine, on peut trouver certains éléments portés par les notaires, qui lorsqu'ils se réunissent avec l'association des notaires, mais sinon, non. Non. D'accord. Eh bien, moi, j'ai trouvé ça très enrichissant. Il y a tellement de choses à dire. Alors, la date à laquelle l'enfant de dehors, si on peut dire, et l'enfant d'en dedans, c'est-à-dire l'enfant du mariage et l'enfant qu'on a eu à côté, à quelle date on dit que les deux sont placés au même niveau? C'est apparu à quelle époque en Haïti? En 2013, avec la loi sur la paternité responsable. 2013. Et depuis, est-ce Et que depuis, non, mais je veux dire, est-ce que depuis, on a vu une inflexion sur les taux de fécondité extérieurs? Sur les quoi? Les taux de fécondité. Non. On n'a pas fait d'études. On n'a pas fait d'études là-dessus. En fait, moi, je ne sais pas. En fait, je n'ai pas regardé comme cela, mais à vue d'œil comme ça, je ne dirais pas non. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a parlé de la paternité responsable où ils sont partis dans des histoires de tests d'ADN, donc ce qui est un petit peu irréaliste en Haïti. Mais la question de l'égalité des filiations, quand même, reste encore en suspens. Je ne pense pas qu'il y a une complète égalité, même si on dit ça dans la loi, mais je pense qu'il y a encore certains relents de discrimination. Donc, c'est quelque chose encore à approfondir. Mais est-ce que ce n'est pas du fait des parents extérieurs ou des enfants illégitimes qui sont gênés de mener une action, ou c'est parce que le droit n'est pas appliqué? C'est quoi exactement? C'est pas que le droit n'est pas appliqué, ou peut-être qu'ils ne sont pas au courant de leurs droits. Parce que je sais qu'avec les mouvements féministes, il y a de plus en plus de, d'informations là-dessus, mais ça n'atteint pas vraiment la population. D'accord. C'est ce que je pourrais dire. Donc, il y a beaucoup d'enfants illégitimes qui passent à côté de leur héritage, alors. Mais est-ce que vraiment dans le droit coutumier, comme disait notre collègue Wether, est-ce que le droit coutumier ne laisse pas et ne donne pas une certaine égalité aux enfants? Parce que dans le droit coutumier, on ne fait pas trop de distinction entre la famille légitime et illégitime. C'est lorsqu'on va vers le code civil. Alors que si on fait un partage, parce que en général, les gens, ils ne vont pas aller chez le notaire pour faire vraiment l'opération de liquidation. Donc, ce qui fait que ce sont les parents qui décident de donner ça à tel enfant, etc. Et comme il dit, on attend toujours le second décès pour faire vraiment une vraie succession, si ça se fait d'ailleurs. Donc, ce qui fait que ça ne se voit pas tellement. Ok, Kéria, tu réponds en 1 minute, puisque nous fermons en 1 minute. Dans 1 minute, il y a Maître Michael qui dit, avant de partir, docteur, j'aimerais bien que vous fassiez un petit rappel sur l'héritier indigne. Sur l'héritier individu? L'héritier indigne. Ce sont les cas d'indignité. C'est-à-dire que lorsque vous avez un héritier qui a attenté à la vie de son père, par exemple, ou bien il a été complice dans un attentat à la vie de son père, dans ce cas, on dit qu'il est indigne, il n'est plus apte à hériter. Donc, dans ce cas, on va parler de déchéance de la succession. Il est déchu de ses droits. D'accord? Et j'ajoute, docteur Kyria, c'est là aussi à témoigner et lequel témoignage a permis la condamnation de son père. Oui, il y a 3 cas. Oui, exactement.
Eh bien, parfait. Merci, merci. Heureusement qu'on a des juristes pour compléter les choses. Voilà. Ok, eh bien, Kyria, dis-nous le dernier mot pour qu'on puisse conclure. Il est dans une minute de terme. Non, le dernier mot, c'est que j'inviterai les étudiants ou les professionnels à travailler beaucoup plus sur ces questions-là afin que la population soit informée, soit formée, éduquée sur ce point-là. Tu devrais demander au ministère de l'Intérieur ou des droits de la femme ou du ministère de la Justice de faire une série de conférences dans les grandes villes du pays, quoi. Oui. Tout ça sur les grandes villes du pays pour informer, parce que c'est important ça. Je pense que ça met les gens à l'aise, surtout les femmes, les mères de famille, ça les met à l'aise. C'est un grand chantier, l'information. C'est plus qu'une formation, c'est aussi une information. Voilà. Oui. Oui. Voilà. Ben, merci beaucoup à vous. Merci. D'avoir rendu cela très intéressant pour moi aussi. Okay. Merci. Okay, merci à l'US, merci à Dr. Fred, merci à Dr. Bouddon. Merci à tout le monde. Allez, merci à tous et une bonne soirée à tous. Merci. Pareil. Au revoir. Pour la prochaine. Au revoir. Bye bye. À la prochaine. Bye bye. Merci. Au revoir.